La prostate est une glande masculine placée sous la vessie, sur le trajet de l'urètre, c'est-à-dire du canal de vidange de la vessie. Dans cette glande, qui appartient aux voies spermatiques, on trouvera la fin des voies spermatiques, gauche et droite, qui convergeront pour s'ouvrir dans l'urètre. La prostate est une glande masculine, impaire, médiane, qui est sur le trajet des voies spermatiques et à leur convergence. Elle est placée sous la vessie, autour de l'urètre, autour donc du conduit de drainage du réservoir vésical. Elle est responsable d'une sécrétion prostatique, qui est une sécrétion alcaline qui va venir s'ajouter au sperme. La prostate est palpable au toucher rectal et c'est par cet examen qu'on va pouvoir dépister le plus facilement les maladies de la prostate que sont les adénomes de la prostate, des tumeurs bénignes, des cancers de la prostate ou des infections de la prostate qu'on appelle les prostatites. La prostate a donc une position clé dans le pelvis puisqu'elle va à chaque phénomène pathologique, avoir un retentissement sur les voies spermatiques et sur les voies urinaires. Lorsque la prostate est hypertrophiée, elle va donc pouvoir essentiellement diminuer le calibre de l'urètre et elle va entraîner des troubles que l'on résume sous le terme de prostatisme. Le prostatisme, c'est un ensemble de 3 signes cliniques. Tout d'abord, des brûlures lors des mictions fréquentes, c'est-à-dire une polachyurie, et des mictions nocturnes. Chaque fois donc qu'il y aura une pathologie prostatique, on aura cet ensemble de 3 signes. Voici une coupe sagittale médiane qui passe par la base de la vessie, la face inférieure de la vessie, et la prostate. On retrouve l'épaisseur du muscle détrusor et d'une autre couleur, la différenciation de la musculeuse circulaire qui forme le sphincter lisse autour du col de la vessie et autour de l'origine de l'urètre. La prostate est donc représentée en dessous de ces structures vésicales. La prostate a une face ventrale qui est presque verticale et une face dorsale qui est oblique vers le bas et l'avant. La prostate ressemble à une petite châtaigne dont la partie large est collée à la vessie et la partie pointue est dirigée vers le bas. La partie la plus pointue, c'est le bec de la prostate. C'est une surface qui est un peu aiguë, qui est facile à palper lors du toucher rectal. La prostate mesure environ 3 cm de hauteur et 2 cm et demi dans le sens antéro-postérieur. Elle pèse environ 20 grammes. C'est une notion importante à retenir car les pathologies tumorales de la prostate sont appréciées par leur poids. La prostate est donc traversée par l'urètre. L'urètre au sein de la prostate va changer de direction. Pendant 1,5 cm, l'urètre est vertical sous le col de la vessie. Puis, au bout d'1,5 cm, c'est-à-dire à peu près à mi-hauteur dans la prostate, l'urètre va obliquer vers le bas et l'avant. L'urètre va sortir de la prostate en avant du bec de la prostate. Ce schéma montre que l'urètre va recevoir à l'intérieur de la prostate les voies spermatiques. Ici, on ne représente les voies spermatiques que d'un seul côté, avec donc un conduit déférent et branché en dérivation sur ce conduit, une vésicule séminale. Conduit déférent et vésicule séminale se rassemblent juste à l'entrée de la prostate et forment un canal éjaculateur.
un à gauche, un à droite. Ces deux canaux éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre, à peu près à mi-hauteur dans la prostate. Autour de la terminaison des canaux éjaculateurs, il y a une structure musculaire sous la muqueuse qui tapisse l'urètre qu'on appelle le verru montanum. Cette structure se comporte comme un petit sphincter. Lors de l'éjaculation, ce sphincter va se comprimer, se rétracter autour de l'urètre et va éviter au sperme de remonter en direction de la vessie. Lorsque ce verru montanum ne fonctionne pas, ou lors des séquelles d'opération de la prostate, il peut y avoir un reflux de sperme dans la vessie, c'est ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Voici une vue supérieure de la prostate, avec toujours donc cette forme de petite châtaigne. La face antérieure de la glande est vers le haut et la face postérieure vers le bas. On voit donc ici la face qui est plaquée contre la vessie. On retrouve au centre l'urètre et autour de lui un peu de sphincter lisse qui a été emporté avec la prostate, puis une zone plane qui est l'empreinte de la vessie sur la prostate. En arrière de cette zone, il y a un sillon peu marqué qu'on appelle la commissure pré-spermatique. Derrière ce sillon, il y a une fente gauche-droite qui va recevoir la terminaison des voies spermatiques, c'est-à-dire que de chaque côté, on retrouvera une vésicule séminale et un conduit déférent, et dans un plan de coupe un peu en dessous, ces structures se rassembleront pour rejoindre l'urètre. Autre notion importante, c'est que la face postérieure de la prostate est marquée d'un sillon médian, sillon donc d'une concavité tournée vers l'arrière. Le bec de la prostate et ce sillon sont palpables au toucher rectal. C'est-à-dire que chaque fois qu'au toucher rectal, on va perdre cette forme concave au niveau de la face postérieure, ou chaque fois que le bec de la prostate ne sera plus aigu mais arrondi, on pourra suspecter qu'il y a à l'intérieur de la prostate quelque chose qui grossit, adénome ou cancer, et qui déforme les contours de la prostate. Enfin, dernière notion morphométrique, la largeur gauche-droite de la prostate qui est de 4 cm. Voici une coupe frontale qui passe par la partie caudale de la vessie, la prostate et l'urètre. Au niveau de la partie caudale de la vessie, nous retrouvons ici le méa urétéral droit avec la barre interurétérale qui le sépare du méa urétéral gauche. Nous retrouvons le détrusor, donc la partie musculaire de la vessie, et le petit entonnoir au-dessus de l'urètre, toujours dans la vessie, qui correspond à la région du col de la vessie. En dessous seulement, en violet sur le schéma, commence l'urètre. L'urètre a un trajet qui est décomposé en plusieurs segments. Cette succession de segments doit être retenue parce que chaque segment peut être le siège d'une pathologie différente, et lorsque l'on veut classer les différentes maladies de l'urètre, il est important de nommer exactement la position de l'urètre malade ou pathologique. Le premier segment de l'urètre s'appelle l'urètre intramural, tout simplement parce qu'il est encore dans la paroi de la vessie. C'est en fait l'urètre qui est encerclé par le sphincter lisse de la vessie, ou sphincter involontaire. Puis vient l'urètre qui traverse la prostate. On l'appelle tout simplement l'urètre prostatique.
Au niveau de ce tronçon de l'urètre, on retrouve à sa partie moyenne le petit orifice impair médian qui correspond à l'ouverture de l'utricule, le petit reliquat mullérien qui correspond à un petit utérus chez l'homme, donc un petit pertuis borgne de quelques millimètres de longueur. Au sommet de cette zone en forme de raquette que l'on appelle le verru montanum, et de part et d'autre, on voit les orifices des conduits éjaculateurs gauche et droit. Les conduits éjaculateurs sont formés de la convergence du conduit déférent et de la vésicule séminale de chaque côté. À la partie moyenne de l'urètre prostatique, on retrouve tout autour de la zone du verru montanum, mais également sur le verru montanum, une quarantaine d'orifices microscopiques qui correspondent aux orifices de drainage des glandes qui sont dans la prostate. En fait, la prostate se comporte comme un ensemble d'une quarantaine de sous-glandes et chacune de ces glandes a un canal personnel qui dirige les sécrétions directement dans l'urètre. La partie inférieure de la prostate est resserrée par le sphincter strié ou sphincter volontaire de l'urètre. On voit donc ici que chez l'homme, le sphincter de l'urètre est autant autour de l'urètre qu'autour de la partie caudale de la prostate. Lorsque le sphincter strié va se contracter, il va servir à faciliter la vidange des glandes de la prostate en pressant sur la glande prostatique elle-même. En dessous de ce niveau, l'urètre prend le nom d'urètre membraneux. Et puis, nous verrons un peu plus loin qu'au-delà d'un court segment d'urètre membraneux, l'urètre prend le nom d'urètre spongieux lorsqu'il sera au centre des corps érectiles de la verge. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va présenter les rapports de la glande prostatique avec toujours l'arrière-pensée de comprendre les structures palpées lors du toucher rectal. La prostate est donc au centre du schéma. Elle est traversée par un canal éjaculateur et au-dessus on représente une vésicule séminale. La vessie est représentée à demi remplie. La ligne bleue est celle du péritoine. Et dorsalement, par rapport à la vessie, il y a donc le point le plus déclive de la cavité péritonéale en position verticale. C'est ce que l'on appelle le récessus ou cul-de-sac recto-vésical, entre vessie et rectum. C'est celui que l'on appelle également le cul-de-sac de Douglas. Le fond du cul-de-sac de Douglas est un peu surélevé par l'étage génital du pelvis, c'est-à-dire par les vésicules séminales. En avant, on retrouve l'ouraque et, dans le même plan que l'ouraque, le fascia ombilico-prévésical. Ce fascia ombilico-prévésical n'est pas simplement une cloison de la loge vésicale, c'est aussi la cloison ventrale de la loge prostatique. C'est-à-dire que ce fascia va descendre dans le pelvis, passer devant la vessie bien sûr, mais aussi devant la prostate, et ce fascia va descendre jusqu'au plancher du périnée. Contre la paroi abdominale antérieure, on retrouve le fascia transversalis qui lui aussi descend au point le plus bas du pelvis. Entre les deux, l'espace de Redius et ses plexus veineux de Santorini. L'espace de Redius est simplement traversé par les ligaments pubo-vésicaux qui fixent
la partie basse de la vessie au pubis. Le plancher du périnée est un ensemble de ligaments et de muscles qui ferment le schéma en bas. Il y a tout d'abord le ligament transverse du périnée, puis ici en marron, le muscle transverse du périnée qui est exactement sous la prostate. Sous ce plancher périnéal, nous allons retrouver les constituants de la verge. Ici le muscle ischio-caverneux et dorsalement le muscle bulbo-spongieux. La verge est constituée de 3 corps érectiles, 2 corps caverneux, un gauche, un droit, et un corps spongieux. C'est la réunion de ces 3 structures qui forment la verge elle-même. Ces structures sont fixées sous la symphyse pubienne par le ligament suspenseur de la verge. La loge prostatique est donc maintenant fermée en avant par le fascia ombilico-prévésical, en bas par le plancher du périnée et en arrière par le fascia de Denonvilliers. Dans cette loge, on va donc trouver la prostate, les vésicules séminales et conduits déférents, et en noir, le sphincter lisse de l'urètre autour de l'urètre membraneux, c'est-à-dire le segment d'urètre qui fait suite à l'urètre prostatique. Lors du toucher rectal, on va donc pouvoir palper toute la face postérieure de la prostate. Il est en général impossible de palper les vésicules séminales, mais on peut palper la face dorsale de la prostate et le bec de la prostate qui sont donc des structures caractéristiques. Toutes ces structures convergent en bas vers le point le plus solide du périnée, qui est le noyau fibreux central du périnée. C'est-à-dire que la loge de la prostate, au niveau de sa partie basse, au niveau du plancher périnéal, s'attache au noyau fibreux central du périnée. Sur ce noyau s'attache également le fascia de Denonvilliers et en arrière tout l'appareil sphinctérien du canal anal. Voici une coupe frontale de la vessie, de la prostate et de l'urètre qui va essayer de détailler un peu l'organisation des structures qui vont former la verge en dessous du plancher périnéal. On ne retient sur ce schéma que la partie droite du pelvis. Le centre est occupé par la prostate, traversé par l'urètre, urètre prostatique. Au-dessus, on retrouve le sphincter lisse autour du col de la vessie. Sur les côtés, la loge de la vessie était délimitée par les lames sacro-recto-génitopubiennes. Ces lames sont également les cloisons latérales de la loge de la prostate. Elles sont encore plus denses tout en bas de l'entonnoir pelvien. Dans ce plan, on retrouve les vaisseaux des viscères, vaisseaux de la vessie et de la prostate, c'est-à-dire les plexus veineux, très nombreux, et aussi les vaisseaux nourriciers, ici par exemple l'artère ombilicale et ses artères vésicales supérieures. On retrouve également dans ces lames sacro-recto-génitopubiennes les plexus hypogastriques inférieurs qui apportent l'innervation aux viscères. La ligne bleue schématise le péritoine, la ligne verte le fascia pelvien pariétal qui ferme le schéma en haut et sur les côtés. La fosse ischio-rectale est cet espace triangulaire formé entre le muscle obturateur interne plaqué contre l'os, le plancher du pelvis, c'est-à-dire les muscles élévateurs de l'anus, est fermé en bas par le muscle transverse du périnée. On retrouve plaqués contre les parois latérales de cette fosse ischio-rectale les vaisseaux pudendaux, avec le nerf pudendal. Le sphincter strié occupe donc la partie la plus basse de la loge prostatique. Il est en fait à cheval sur le plancher du périnée. C'est en dessous du plancher périnéal qu'on va pouvoir mettre en place les constituants de la verge qui vont se rassembler autour de l'urètre. On parle
d'urètre spongieux dès que l'on a passé la limite du périnée. Il y a tout d'abord autour de l'urètre spongieux le corps spongieux qui ressemble à une gouttière autour de l'urètre. Cette gouttière est doublée d'une gouttière musculaire qui est là pour se contracter, écraser le corps spongieux et le vidanger après l'érection. Cette gouttière musculaire, c'est le muscle bulbo-spongieux qui est un muscle impair et médian. Au-dessus de cet axe viennent s'adjoindre les structures caverneuses. Un corps caverneux de chaque côté accompagné d'un muscle ischio-caverneux. Le corps caverneux est donc lui aussi entouré d'une gouttière musculaire qui est le muscle ischio-caverneux et qui permet la vidange du corps caverneux après l'érection. Les muscles ischio-caverneux sont fixés contre les tubérosités des ischions de chaque côté. Ces ensembles caverneux rejoignent donc la ligne médiane pour passer au-dessus de l'axe spongieux et les trois structures forment la verge.